pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ainsi donc, comme annonce, mesdames et messieurs les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires le compte-rendu analytique de la séance plénière du vendredi 10 mai 2019. En application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement, ce compte-rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié par voie d'affichage et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de ce matin sera consacré exclusivement au discours sur la situation de la nation de son Excellence, M. Christophe-Joseph Marie Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale se réjouit de vous accueillir à l'hémicycle. Que dis-je dans notre amphithéâtre, parce que ce n'est pas un hémicycle en tant que tel, donc en tout cas vous voyez aujourd'hui, les journalistes sont debout, le personnel est debout, donc c'est toujours un plaidoyer que nous faisons afin que vous puissiez nous accompagner dans la construction de notre nouvelle Assemblée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de la représentation nationale, je vous souhaite la bienvenue. Au terme des dispositions de l'article 109, alinéa 2 et 3 de la Constitution, le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. Conformément aux dispositions ci-dessus, vous allez vous livrer à cet exercice qui sera l'occasion pour vous d'exposer à la représentation nationale et l'ensemble du peuple burkinabé la situation de la nation, la politique menée par votre gouvernement en vue de répondre aux préoccupations quotidiennes des Burkinabés sur la marche de notre pays. Votre discours constitue un temps fort de cette session. Je ne doute pas qu'il sera l'occasion pour vous de donner aux députés et au peuple burkinabé des informations précises sur l'évolution de notre pays vers le progrès et la prospérité. Je porte à la connaissance également de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des députés, qu'en application des dispositions de l'article 62 du règlement de l'Assemblée nationale, la discussion concernant ce discours se déroulera comme suit. 1 heure sera accordée à Monsieur le Premier ministre pour la présentation de la synthèse de son discours. Comprenez que, après l'examen de notre règlement, nous avons dû revoir en tout cas les choses à la baisse. 1h30 pour les questions des députés. Enfin, 2 heures au maximum pour les réponses du Premier ministre. Donc, je pense que le dépôt est bien campé. Les groupes parlementaires ont été informés également du temps de discussion. Le Premier ministre également, par correspondance, nous avions informé le gouvernement par rapport aux dispositions présentes. Donc, je suppose que personne n'est surpris de cela. Et ceci étant, sans tarder, nous allons donner la parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais, dans ce laps de temps, demander à la question de prendre des dispositions pour voir si on peut disponibiliser des chaises à l'arrière pour les femmes et les hommes de médias qui sont debout. Mais je vous prie, de par votre position, les tablettes et les documents des députés sont confidentiels. Pas besoin de prendre de photos. Donc, prenez les dispositions pour qu'ils aient des sièges, s'il vous plaît. Et vous passez à l'arrière pour éviter de déranger. Il y a une porte à l'arrière, vous faites passer les chaises à l'arrière afin qu'ils ne restent pas debout parce que nous en aurons pour au moins 2 à 3 heures. Merci beaucoup à la question. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, le 18 février dernier,
vous m'avez fait l'honneur de me recevoir à l'occasion de l'exposé de ma déclaration de politique générale, à l'issue duquel vous m'avez accordé votre confiance pour la conduite de l'action gouvernementale. En ce jour 16 mai 2019, j'ai une nouvelle fois l'honneur et le privilège de me présenter devant vous pour vous exposer la situation de la nation conformément aux dispositions de l'article 109 de notre Constitution. Par cet exercice, je me fais le plaisir de rendre compte à votre auguste Assemblée de l'état de la nation afin que vous ayez connaissance des acquis de l'action gouvernementale, mais aussi que vous preniez conscience des défis à relever et des perspectives relatives à la mise en œuvre des politiques publiques. L'action du gouvernement vise à réaliser le programme du président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, dont la vision est bâtir avec le peuple du Burkina Faso un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. Ce programme a été décliné en plan national de développement économique et social, dont l'opérationnalisation se fait à travers les instruments de planification sectorielle et territoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est dans un contexte national particulièrement difficile que l'action du gouvernement a été conduite au cours de l'année 2018 par mon prédécesseur, M. Paul Kavatieba, dont je salue l'engagement patriotique. Ce fut, nous l'avons tous vécu, une année où la sécurité des biens et des personnes a été durement éprouvée. En effet, au cours de l'année 2018, notre pays a connu de nombreuses attaques terroristes ayant occasionné plusieurs victimes. À ces actes barbares que je condamne avec force s'ajoutent des prises récurrentes d'otages portant à la fois sur des personnalités nationales et étrangères. Le terrorisme, au-delà des attaques aux symboles de l'État, a mis en œuvre sa stratégie de diviser pour régner par le biais des conflits communautaires à caractère ethnique et à travers des attaques ciblées contre les édifices et manifestations religieuses. Nous avons bien perçu ce projet de déstabiliser le pays en provoquant le chaos. Mais nous n'allons pas baisser les bras ni fermer les yeux devant le déroulement d'un dessein aussi funeste. Je voudrais en ce moment solennel saluer la mémoire de toutes les personnes tombées, victimes du terrorisme et des affrontements communautaires. Dans le même temps, je tiens à dire toute mon admiration et à encourager les agents de l'administration déconcentrée et des collectivités territoriales qui sont restés à leur poste de travail pour assurer la continuité du service public et la présence de l'État dans les zones difficiles. Honorables députés, l'année 2018 fut également jalonnée de nombreux remous sociaux qui ont affecté l'efficacité de notre action publique. Les manifestations se sont souvent inscrites dans la légalité ou ont pris des formes quelquefois plus pernicieuses. Je comprends l'impatience des travailleurs et surtout du secteur public parce que dans l'histoire du Burkina Faso, l'État a eu à prendre des engagements qui ont souvent souffert dans leur mise en œuvre, provoquant ainsi un climat de méfiance et parfois de défiance vis-à-vis de l'autorité. Dans ce contexte d'ébullition sociale qui s'est durci, le gouvernement, sur instruction du président du Faso, fidèle à ses engagements, est resté constant dans sa démarche de privilégier les concertations, de même que les négociations, afin d'apurer le passif et envisager sereinement l'avenir. En effet, dans son discours à la nation le 31 décembre 2017, le président du Faso avait annoncé que le gouvernement engagerait une réforme du système des rémunérations en concertation avec les partenaires sociaux et les autres composants de la nation pour donner naissance à une fonction publique moderne, dynamique, tournée vers le développement et au service exclusif des usagers du service public. La volonté politique du chef de l'État, guidée par les principes de justice et d'équité,
s'est matérialisée par la tenue du 12 au 14 juin 2018 de la Conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État, qui a réuni les forces vives de la nation. À son issue, il a été mis en place des comités chargés de la mise en œuvre et du suivi des recommandations résultant des travaux. Je mesure l'ampleur des attentes des agents publics ainsi que de nos compatriotes et je voudrais rassurer les uns et les autres que la quête du gouvernement, à travers cette démarche, est de préserver la paix sociale en réparant les injustices, souvent graves, entre travailleurs ayant un même niveau de qualification et quelquefois au sein d'un même corps. Je réitère l'appel du chef de l'État à une trêve sociale lancée le 31 décembre 2018 en vue de créer un climat de sérénité favorable à la mise en œuvre des différentes réformes entreprises. Le gouvernement recherche l'amélioration du bien-être de tous les Burkinabés sans exclusion aucune. Et ce n'est que justice sociale que chaque acteur fasse des concessions dans l'intérêt national. C'est pourquoi j'invite solennellement toutes les composantes de notre société à l'unité pour que tous ensemble, au-delà de nos divergences légitimes, nous réalisions l'objectif commun de la prospérité du Burkina Faso qui seul peut justifier tout engagement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, malgré les adversités que je viens de citer, le gouvernement n'a pas failli à ses missions essentielles qui sont celles de préserver l'intégrité du territoire et l'unité nationale et d'assurer le progrès de notre pays sur le sentier de la consolidation des valeurs fondamentales de liberté, de démocratie, de justice et des droits humains. Le contexte difficile de l'année dernière n'a pas non plus entravé la réalisation de l'objectif de création des richesses en vue d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Prenant appui sur les acquis majeurs en matière de gouvernance, de dynamisation de l'activité économique et d'accès aux services sociaux de base pour l'ensemble de la population, il m'a paru logique d'insister sur 3 points essentiels, à savoir, premièrement, réformer les institutions et moderniser l'administration. Deuxièmement, développer le capital humain. Et enfin, troisièmement, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Mon intention n'est pas de présenter un bilan détaillé de l'action gouvernementale, mais de relever les aspects les plus saillants sur l'état de la nation. Les détails sont contenus dans le document annexe qui vous ont été transmis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, réformer les institutions et moderniser l'État pour plus de sécurité, de justice, de démocratie et de liberté a été la boussole de l'action gouvernementale au cours de ces dernières années. La réforme en vue de moderniser, de s'adapter à l'évolution du temps, sont une obligation pour une nation soucieuse de garantir à sa jeunesse un avenir radieux. À ce titre, le gouvernement a poursuivi 4 objectifs majeurs. Promouvoir la sécurité des biens et des personnes. Deuxièmement, améliorer la gouvernance politique et administrative ainsi que la gestion de l'économie nationale. Troisièmement, renforcer la décentralisation. Et enfin, quatrièmement, dynamiser les économies locales dans la perspective de réduire les disparités régionales de développement. L'histoire n'a jamais été ce cours tranquille de l'évolution des sociétés ou des nations. Elle est souvent faite de secousses, de turbulences, voire de drames qui donnent à constater parfois un dérèglement inquiétant de l'ordre de la société. Elle donne des enseignements et invite à la vigilance, aux efforts conjugués pour forger le destin national. Le terrorisme, qui apparaissait il y a quelques années comme une menace à nos frontières, est aujourd'hui une réalité brutale et cruelle qui tisse sa toile dans tout le pays et d'autres espaces qui éprouvaient, j'en suis convaincu, l'illusion de la sécurité. Les frappes terroristes ont changé nos priorités sans nous faire renoncer à nos objectifs. Nous avons dû renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles de nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure.
nous avons dû intensifier les opérations de sécurisation du territoire, à l'issue desquelles les forces armées, grâce à leur capacité de résilience, ont fort heureusement neutralisé des groupes terroristes qui endeuillaient et endeuillent encore trop fréquemment notre nation. Elles ont ainsi interpellé de nombreux suspects suite aux opérations de ratissage de grande envergure effectuées dans les zones criminogènes. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes nos forces armées nationales et à nos forces de sécurité intérieure pour le combat difficile qu'elles mènent contre la barbarie. Contrairement à une certaine opinion qui nous prend à partie dans cette lutte inlassable contre le terrorisme, je voudrais rappeler que nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure interviennent dans le cadre de la loi. Et notre pays respecte et entend respecter toutes les conventions qu'il a signées en matière de droits humains. C'est pourquoi, depuis l'éclatement du phénomène de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, nous avons prouvé notre hospitalité légendaire en accueillant des dizaines de milliers de réfugiés sur notre territoire. Notre pays abrite encore aujourd'hui plus de 25 000 réfugiés et enregistre près de 5 000 demandeurs d'emploi, ainsi qu'environ 150 000 déplacés internes dus à l'insécurité et aux conflits communautaires. Nous traitons les réfugiés et les déplacés venus de l'extérieur selon les conventions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides. En ce qui concerne le cas particulier des déplacés internes, ils sont accueillis et protégés dans les sites d'accueil du Sahel, du centre-nord, du nord, de l'est et du centre, conformément aux conventions internationales relatives à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes. En perspective, le gouvernement poursuivra les efforts d'équipement des unités de nos forces armées et de nos forces paramilitaires en moyens stratégiques et spécifiques, assurera leur formation, accroîtra les effectifs, renforcera et mutualisera enfin les systèmes d'information grâce au partenariat avec les pays de la sous-région et avec les pays amis hors d'Afrique. Le Burkina Faso entend poursuivre ses efforts pour assurer son rayonnement sur la scène internationale. Il s'agit de jouer son rôle en prenant une part active au processus d'intégration régionale et sous-régionale et de nouer des relations bénéfiques au développement de notre économie et à l'épanouissement de notre peuple. C'est fort de cette vision que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a fait le choix de la Chine de Pékin afin de nouer un partenariat gagnant-gagnant. L'axe Ouagadougou-Pékin est prometteur sur le plan de la réalisation d'infrastructures nationales et sous-régionales. La lutte contre le terrorisme nous a permis d'apprécier la solidité de nos liens de coopération avec la France et l'Union européenne, qui accompagnent notre stratégie de réponse à l'extrémisme violent et participent au financement de notre développement. La récente visite d'État de la chancelière allemande Angela Merkel a donné lieu à un sommet de G5 Sahel et constitue un pas important dans le renforcement de nos relations de coopération avec ce pays. De même, l'axe Ouagadougou-Washington se consolide avec l'éligibilité en décembre 2016 du Burkina Faso pour un second compact de Millennium Challenge Corporation et son éligibilité en décembre 2018 pour le compact régional. Les études de faisabilité sont en voie d'achèvement, ce qui atteste de la confiance que nous accordent nos partenaires américains. Notre rayonnement diplomatique se mesure également par notre capacité à attirer des financements au profit de notre économie. En 2018, nous avons signé 88 conventions pour un montant de 1 176 milliards de francs CFA. Il se mesure également à l'aune de l'élection de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à la tête du G5 Sahel, soutenu par la communauté internationale, aux nombreuses accréditations de chancellerie dans notre pays
et aux visites effectuées par le président du Faso, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Chine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au cours de l'année écoulée, le gouvernement a œuvré à consolider la bonne gouvernance politique et administrative, c'est-à-dire à promouvoir la démocratie, les droits humains et la justice et à moderniser l'administration publique. Je me félicite du bon déroulement du procès du putsch du 16 septembre 2015, débuté le 27 février 2018 et toujours en cours. Tout démocrate peut se réjouir du stade atteint dans ce jugement, car bien de personnes étaient sceptiques quant à sa tenue et à la capacité du tribunal de conduire le dossier. Le temps de la justice n'étant pas celui des hommes, encore moins celui des hommes politiques, le gouvernement, respectueux du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, encourage fortement le pouvoir judiciaire à assumer ses responsabilités, afin que la justice demeure un instrument de renforcement de l'unité nationale et préserve la paix sociale. Bien plus que la tenue de ce procès, le gouvernement a également consolidé la performance de la justice, tant du point de vue de ses capacités techniques et opérationnelles que de son accessibilité tant géographique que financière à travers la création du Fonds d'assistance judiciaire. Par ailleurs, la spécialisation de la justice est en marche. En effet, après leur mise en place en 2017, les pôles judiciaires spécialisés de lutte contre les infractions économiques et financières ont jugé 12 affaires et enregistré 125 dossiers en 2018. S'agissant du cas particulier du drame de Yirgou, les enquêtes ont évolué sur le terrain et le gouvernement est resté attentif aux sollicitations des acteurs judiciaires chargés du traitement de ce dossier en leur apportant les appuis logistiques et financiers nécessaires. À ce jour, la procédure suit son cours avec plus de 160 personnes auditionnées. Par ailleurs, les enquêtes préliminaires relatives à l'attaque terroriste ayant entraîné la mort du chef du village et de ses compagnons a été bouclée. Au plan législatif, l'adoption en mai 2018 du Code pénal, qui introduit des avancées en matière de fonctionnement du système judiciaire, est un gage d'amélioration des sanctions et de renforcement du respect des droits humains. Des efforts importants ont été déployés afin de promouvoir les activités pénitentiaires qui préparent les détenus à la réinsertion professionnelle et sociale. Certaines maisons d'arrêt et de correction ont été normalisées dans le but d'améliorer les conditions de détention. À côté de la justice, des progrès notables ont été enregistrés dans la mise en œuvre effective des démembrements de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. L'opérationnalisation de cet outil puissant de prévention et de promotion de la paix devrait permettre de prévenir les conflits communautaires tels que ceux qui ont défrayé la chronique nationale. La bonne gouvernance politique et administrative implique également de moderniser l'administration publique afin de rendre efficace